Sunderlight Production. Départ de la Vuelta Femminina et preview du Giro d'Italia. C'est parti pour Full Gaz, le podcast des vrais gaziers. Full Gaz, plongez dans l'actualité du cyclisme professionnel avec la tête dans le guidon. Salut les amis, resserrez vos chaussures, rentrez les épaules et gardez la tête dans le guidon. Bienvenue dans le podcast Full Gaz présenté par LTDG depuis Paris. Et ouais les amis, on est à Paris car vendredi vous savez on a fait la Race Cross Paris, une compétition d'ultra distance, c'était notre première compète et on a plutôt bien réussi Grégorito. Et ouais, petite victoire sur notre première course d'ultra distance, c'était un 300 km de nuit. Mais on aura le temps d'y revenir un peu pour en parler plus tard dans le podcast, ça peut être intéressant. Ouais, on va vous expliquer un peu comment on a préparé tout ça, parler un peu de cyclisme amateur. Comment on a préparé tout ça avec les guillemets. Les grands guillemets. Mais avant ça, on va vous parler aussi de tout ce qui se passe, que la saison des grands tours va commencer. On a beaucoup de choses à dire. Il y avait des courses cette semaine. Du coup, on va commencer par les résultats de la semaine avant de foncer sur le focus sur la preview du Giro d'Italia. Pogacar face au reste du monde. Ensuite, à la place du débat, on fera plutôt l'analyse de notre course d'ultra distance. Vous expliquer comment ça s'est passé de rouler de nuit, sous la pluie, 300 bornes. Est-ce qu'on s'est engueulé ? La réponse est oui. Et ensuite, on continuera avec les informations en vrac, un petit peu de ce qui s'est passé cette semaine. Et sur l'actu Full Gaz avec un E, et notamment la Vuelta Femminina. T'es chaud Grégoire ? Bah vas-y, on y va direct, il y a beaucoup de choses à dire cette semaine. Les résultats en deux spies, c'est parti. Grégoire, je te propose qu'on commence les résultats un peu en vrac avec ce dimanche, je crois, ou ce week-end, je sais plus quand c'était. Il y avait la Femmen Ardèche Classique. C'était hier, la Femmen Ardèche Classique. Et on a vu la victoire de Arnaud Delis. Tu t'en rappelles, c'est la course qu'il avait gagnée l'année dernière sur une seule jambe. Oui, je me rappelle, il avait déclipsé, il avait fini le sprint sur une jambe, il avait gagné. Et c'était cool, parce que c'était son retour. Et pour son retour à la maison, il gagne franchement, vrai gazier. Et voilà, tu vas voir, le mec qui a vraiment travaillé aujourd'hui, Arnaud Delis, c'était 210 jours sans victoire. Sa dernière victoire, c'était donc sur la même J'avais course. cette stat, j'avais cette stat Il aussi, gagne. j'allais le dire, mais tu m'as coupé. Bah, arrête. Et il gagne devant Axel Zinglet, le français aussi qui revient après une période d'absence. Et Maxime Van Gils, son coéquipier qui fait 3 d'un sprint massif quand même à la maison. Presque 2 coureurs sur le podium pour la Lotto Destiny. Mais c'est pas presque, c'est 2 podiums de coureurs sur le podium. Mais surtout, Maxime Van Gils, il grimpe, il sprint, il fait tout. Qu'est-ce qu'il sait pas faire Il marche fort. Il va nous faire des posts Instagram à la Van Der Poel, Let Me Cook maintenant. Mais cook. Non, il est super chaud. À noter aussi, il y a pas mal de petits Frenchies dans le top 10 avec Emilien Janière. On a vu le team Total Energy bien travailler dans le final. Hugo Osfetter pour Israël Première Tech. Et Alex Huns qui termine 7ème aussi. Ouais. Pour la Tour de Tietema, notre collègue, notre alter ego du Pays-Bas. Ouais, un youtubeur du Pays-Bas un peu plus gros que nous quand même. Bah ouais, mais c'est le frérot, tu vois. Allez voir ce qu'il fait. Il a monté son équipe de vélo et à la base, il faisait les clowns comme nous sur les réseaux. Petit exemple en vrai. Grégoire, je te propose qu'on parte. Je vois que toi t'as marqué le Tour de Bretagne. Moi je te propose qu'on passe par le Tour de Romandie, parce que c'était la course World Tour par étape de cette semaine. 5 étapes en Romandie, 6 avec le prologue et beaucoup de victoires françaises. Tu peux déjà nous parler du classement général final ? Donc le classement général final, c'est Carlos Rodriguez qui s'est imposé devant Alexander Vlasov et Florian Lipowitz. Ouais, Florent Lipowitz qui a notre âge, 23 ans, c'est un 2000 je crois, qui avait remporté hier le tour, l'année dernière je veux dire, le Tour de République tchèque et qui confirme par un bon classement général sur course World Tour. A noter que Lenny Martinez venait pour jouer le général, il avait dit ses intentions, il termine 8ème. J'ai failli dire seulement, j'ai pas envie de dire seulement parce que ça reste un très bon résultat, mais voilà, Lenny Martinez il gagne, il est bien placé, mais s'il veut chercher des classements généraux ou des podiums sur les grands tours, il va falloir faire un peu mieux. Après il a le temps, il est pas pressé hein. En vrai, il était un peu moins bien que ces derniers jours quand même. En tout cas, la concurrence était forte. Moi, Florian Lipowitz, il m'a vraiment impressionné sur les 2 arrivées au sommet. T'as la première arrivée où c'est l'échappé qui gagne avec Vandrame qui fait 2 derrière Thibaut Nice. Et lui, Lipowitz, c'est le seul qui va réussir à quand même à aller derrière, récupérer presque l'échappée. Et puis il y a le jour aussi derrière où il termine dans la route Carapace dans l'arrivée au sommet, où il fait un dernier kilomètre impressionnant. Il a failli le fumer sur la ligne. Il a failli le reprendre. Donc un coureur très très intéressant à suivre qui sera au départ du Giro samedi prochain. Du coup, c'est des Français, Lenny 8ème et David Gaudu 14ème pour l'équipe Groupama FDJ. Et on a 2 autres Français dans le top 20 aussi avec Guillaume Martin et Pavel Sivakov, 17 et 18ème. Au niveau des maillots distinctifs, on a meilleur sprinter maillot à points, donc Dorian Godon qui a gagné 2 étapes. Le King of Mountain, c'est Holman, et le classement général, le meilleur jeune pour Carlos Rodriguez. Je te propose qu'on revienne jour par jour sur les vainqueurs d'étapes. Ça a commencé par un prologue, un premier maillot distinctif en World Tour pour l'équipe
Tudor. Ouais, qui c'est qui a gagné, Grégoire? C'est donc Gillard qui gagne devant Cameron Scott et Julien Lafilippe qui fait podium. Donc on a cru que Julien allait faire une belle semaine de course quand même. Il était bien parti. Le lendemain, on l'a vu à l'attaque dans le final. Malheureusement, il a pas pu. Ça a été contrôlé par Decathlon AG2R. Et on a vu du coup le doublé Dorian Godon et Andrea Vendrame, avec doublé pour les vélos Van Dressel, encore une fois, qui marche très bien cette saison. Gianni Vermeersch complète le podium. Mais tu peux me parler un peu de la strat de Vendrame et Godon pour la victoire? Mais ouais, sur le papier, Vendrame devait être le sprinter et c'est Dorian Godon, le poisson pilote, qui lance le sprint. Et en fait, Vendrame, et tout le monde reste dans la roue de Vendrame, comme Gianni Vermeersch, et qui se dit, bah, dès que Vendrame il décale pour dépasser Dorian et lancer son sprint, moi je le fume. Et en fait, Vendrame il va intelligemment rester dans la roue de Dorian Godon et jamais le dépasser. Et du coup, Dorian Godon gagne, et dans sa roue, Andrea Vendrame fait 2. Et d'ailleurs, bon, super victoire d'équipe, première victoire en World Tour pour Dorian Godon. Franchement, c'est mérité parce qu'il tourne autour et que c'est un vrai gagnant, et que j'espère que cette année on va enfin le voir sur le Tour de France pour aller chercher des étapes. Et Andrea Vendrame, lui, il a remis ça le lendemain, Grégoire, parce qu'il fait encore une fois deuxième dans l'échappée. Ouais, il est en forme, Vendrame. Il sera lui aussi au départ du Giro, un autre coureur en forme au départ du Giro. Ouais, Vendrame, le lendemain, l'échappée va au bout. Thibaut Nice s'impose devant Vendrame au sprint dans une arrivée punchy sur une côte. Et t'as que Lup Lap d'ailleurs parmi les favoris qui sort du peloton et qui arrive à raccrocher le podium. Et justement, Florian Lipovic aussi qui termine pas très loin. Donc voilà, première arrivée entre guillemets au sommet. Petite déception parce que chez les favoris ça n'a pas trop bougé. Et victoire de Thibaut Nice, première victoire World Tour sur sa première course de reprise après sa saison de cyclocross pour le Thibaut Nice. Ouais, non, mais ça fait plaisir aussi de voir des échappées aller au bout. Donc moi je crache pas dessus. Thibaut Nice, lui le cyclocrossman qui performe sur les courses World Tour, ça fait vraiment plaisir. Je kiffe ce genre de coureurs. De toute façon, des mecs, des cyclocross, des coureurs de cyclocross qui passent un peu partout et tout. J'adore sa façon de courir. Il peut aller vite au sprint quand c'est punchy, il peut passer. Ouais, non, c'est très beau à voir courir des coureurs comme ça. Sur l'étape 3, c'était un chrono et c'est Brandon McNulty qui a gagné pour l'équipe UAE devant Magnus Schelfik et Félix Großschartner. Sur l'étape 4, c'était une étape en montagne, c'est justement là où Florian Lipovic termine dans la roue de Richard Carapaz, mais c'est bien l'équatorien qui vient remporter le champion olympique, qui va remettre son titre en jeu à Paris cet été. À Paris cet été, qui remporte la course, et Carlos Rodriguez qui avait le maillot de leader complète le podium, mais à ce moment-là il est qu'à 7 secondes des deux devant, donc c'est pas beaucoup. Et sur la dernière étape, récidive du Lyonnais. De l'enfant des Monts du Lyonnais, l'enfant de Turin pas en Italie, non, Turin dans les Monts du Lyonnais, c'est Dorian Godon qui s'est encore imposé, et cette fois-ci devant Simone Consonni et Alan Smith. Mais le sprint qui est la sortie était incroyable. C'était une arrivée humide, tout le monde pensait que ça allait un peu chuter parce que tu avais un grand virage angle droit à 1 km de l'arrivée, ou un peu moins même. Et là c'est Consonni qui passe mieux le virage. Non, c'est Clément Venturini, l'autre lyonnais, qui passe très bien le virage et qui prend, mais genre je sais pas, 3 ou 4 vélos d'avance juste sur la prise du virage. Lui qui vient du cyclocross, vraiment il a fait jouer sa technique. Et en fait la force de Dorian Godon qui bouche le trou et qui met 4 vélos à tout le monde, la puissance, je vous invite vraiment à aller voir ce sprint sur les réseaux sociaux là, si vous arrivez à retrouver l'image. Mais la puissance que dégage Dorian Godon comme ça, il s'impose vraiment là en ce moment comme l'un des tout meilleurs sur des arrivées sprint, ouais. Sur des arrivées en petit comité au sprint, tu vois, quand il y a 50-70 coureurs, bah 50 coureurs, t'es obligé de le mettre quand l'étape a été un peu compliquée avec du dénivelé. Ouais, ça fait plaisir, et Decathlon AG2R qui continue de super bien marcher en début de saison, qui gagne. Franchement, ça fait trop plaisir. C'est l'équipe de notre région, c'est des équipes françaises, et voilà, je pense que ça s'est voué à continuer et à pas mal évoluer. Il y avait aussi notre épreuve par étape pour les sprinters. Cette fois-ci on va passer rapidement dessus parce qu'on n'a pas trop regardé. C'était le Tour de Turquie. Grégoire, tu peux me dire rapidement le classement général? C'est le Tour de Turquie, ouais. Classement général, c'est tout simplement Frank Van Der Broek, le jeune de 23 ans qui s'est imposé, coéquipier de Romain Bardet et du breton Warren Barguil, devant Meraoui Kodous et Paul Double. À noter que c'était plus le tour de la DSM Firmenich, parce qu'ils ont eu sur 7 étapes, ils ont gagné tout simplement 5 fois, avec 3 victoires pour Tobias Luth Andresen au sprint, une victoire pour Jacobsen. Il y a un doublé, une étape où ils font 1 et 2, d'abord Tobias Luth Andresen, deuxième Fabio Jacobsen. Victoire sur l'étape reine de Frank Van Der Broek, la seule étape d'arrivée au sommet qui a fait la différence pour le général. Et la dernière étape a été annulée, neutralisée à cause des conditions météo. Donc voilà pour ce qui s'est passé en Turquie. Cette semaine aussi, Grégoire, une course à étapes sur la Vuelta de Asturias sur 3 jours. 3 jours où on a vu que du blanc, du noir, parce que c'est UAE qui a tout gagné. Donc au classement général, c'est Isaac Del Toro qui s'impose devant Rafael Maïka et Antonio Fagundes.
Et au niveau des étapes, étape 1, 2 étapes pour Finn Fisher Black et une étape pour Antonio Morgado. Il n'y a que des doublés à chaque fois, il y a 2 gars de l'UAE sur le podium, c'était vraiment full UAE, donc voilà, UAE à toi. Peut-être on peut parler de Jordan Jega qui fait quand même qui est très très en forme en ce moment, qui fait 2 podiums sur l'étape 1 et sur l'étape 3. Quand tu fais podium derrière Finn Fisher Black, Isaac Del Toro, Jordan Jega, c'est quand même pas mal du tout quand même. C'est franchement un des coureurs grimpeurs français très en forme en ce moment, qu'on a encore envie de voir évoluer et surtout qu'il y a une évolution constante. On en parlait avec ses directeurs sportifs la semaine dernière à Liège. C'est vrai qu'il a une évolution ultra constante et il est encore jeune, il a 24 ans. Et voilà, effectivement, bravo à toi Jordan qui confirme après ses bons résultats sur la Flèche Wallonne notamment. Et puis cette semaine, il y a la Tour de Bretagne qui a lieu. Il y a déjà 4 étapes qui ont lieu. Tim Torstenberg qui gagne la première étape. Alexis Guérin, le français, qui gagne la deuxième. Jacob Sonderjing la troisième. Sodergweist. Et encore un AG2R Décathlon qui gagne la 4ème étape avec Baptiste Wenstrofer qui vient de passer pro. Il a une histoire assez impressionnante. Lui, je vous invite à aller voir. Il y a eu un beau reportage, j'ai vu, je crois, sur le Telegram ou un truc comme ça sur YouTube. Ouais, il vient du triathlon, lui, tout simplement. Et en fait, il s'est mis au vélo de route pendant le confinement, pendant le Covid. Et finalement, il a commencé à gagner beaucoup de courses en 2e, 3e catégorie. Il allait à la réserve de Décathlon G2R. Et là, sur le Tour de Bretagne, il est tous les jours à l'avant. L'étape qu'il gagne, la 4e étape, il gagne en échappée, en résistant au peloton toute la journée, terminant 30 secondes devant eux. Ouais, c'est une belle course pour aller révéler les jeunes. Les photos sont magnifiques sur les réseaux sociaux. Là, je pense à Gurvan, petite dédicace à Gurvan qui est là-bas et qui prend des super photos. À noter que Tim Tottenberg a gagné Paris-Roubaix Espoir quand même. Donc tu vois, c'est vraiment les futurs demain. Et Jacob Sodergweist, je sais pas si tu te souviens, sur le Tour de la Provence début de saison, il y a eu un doublé Mats Pedersen avec un mec du chrono. Je l'avais pas remis sur le prologue et on se disait mais c'est qui ce mec? Et ben figure-toi que c'est lui qui gagne. Donc ouais. Donc une belle course à suivre pour aller voir tous les petits jeunes. Voilà, à suivre cette semaine en même temps que la Vuelta Femina et que le Giro qui commencera ce samedi à Torino. Je te propose qu'on passe sur le focus grâce à la rubrique 2, la preview du Giro d'Italia. 21 étapes, 3321 km, 42 900 mètres de dénivelé positif, 2 contre-la-montre, 6 étapes de montagne. Bah, on est parti en Italie pour le premier grand tour de la saison. Moi, j'ai noté notre stade, 2 jours de repos. Toi, tu penses qu'à ça, en vrai. Tu vois, le mec est... 2 jours de repos, 6 étapes de montagne, tu l'as dit, 4 étapes de régio sprint, 5 étapes sans pouvoir profiter au baroudeur. Voilà, nous on espère voir du bleu, du blanc, du rouge à l'avant, nos petits Frenchies, parce que en fait, pour le général, ça va être simple, hein, ça va être un duel 3 semaines, Tadej Pogačar contre le reste du monde, contre le peloton. Un seul homme, ultra favori, et personne ne sait comment il va perdre, à part sur chute ou sur maladie, quoi. Tu vois, pour moi, ça va être simple, hein. Dès la 2e étape, arrivé au sommet, 11,8 km à 6,2%, Pogačar prend le maillot rose. Il le conforte lors des étapes 8 et 10 à l'arrivée à Prataditivo avec 14,6 km à 7% et la Bocca della Selva à 17,9 km à 5,6%. Puis après, au milieu du Giro, on va avoir un gros enchaînement de montagnes avec l'étape 15 avec la Forcola di Livigno. Donc là, tu as quand même 18 km à 7%. Tu as une autre montée à Motolino, 8 km à 6,6%. Tu as l'étape 15, encore l'arrivée au sommet avec un passage du Stelvio. Donc ça va faire des dégâts. Et l'étape 17 avec un enchaînement de 4 cols. À noter que pour le podium, je pense, parce qu'effectivement ça va être compliqué d'aller chercher Pogačar, mais tout peut jouer à l'avant-dernière étape, la 20e étape, avec 2 passages sur la montée Grappa. 18 km à 8,1% quand même. Donc il y a de quoi faire des grosses différences, même l'avant-dernier jour. Ouais, je suis d'accord avec toi, même si je pense que Pogačar va prendre le maillot rose, la Maglia Rosa, très rapidement et ne jamais le lâcher. Deuxième étape, arrivé au sommet, 11 km à 6,5%. Peut-être qu'il va laisser ça serait beau qu'il laisse les échappées aller au bout. Je pense pas, c'est Pogačar, il va prendre le nombre de victoires qu'il veut prendre, il va montrer qu'il est meilleur que tout le monde, il va faire peur à tout le monde avant le Tour de France. En vrai, pour revenir à quand je disais qu'il pouvait peut-être laisser le maillot pour pas contrôler la course, quand on voit son armada, quand même l'équipe de Pogačar, c'est Rui Oliveira, Michael Bjerg, Félix Großartner, Steg Vegard Longen, Rafael Majka, Juan Sebastián Molano et Domen Nova qui a été monstrueux sur Liège-Bastogne-Liège, donc il peut contrôler 3 semaines je pense. Ouais non mais clairement c'est l'ultra favori, surtout quand tu vois que le Giro est un peu moins relevé avec notamment des forfaits comme celui de Wout van Aert.
Et Wout van Aert, excusez-moi, je vais encore se faire taper dessus par nos amis belges qui nous écoutent, qu'on embrasse. Voilà, je propose qu'on regarde les outsiders pour le général. En gros, ceux qui vont jouer le général du Giro à partir de la deuxième place. T'as noté les noms, toi, ou pas? Bah oui, Romain Bardet qui sort d'un superbe Liège-Bastogne-Liège et qui, je pense, veut performer cette saison, c'est certain. Geraint Thomas aussi, lui, le vétéran qui a terminé deuxième l'année dernière. Ben O'Connor qui est très très en forme avec Decathlon G2R. Et le petit jeune Sian Uijtdebroek pour la Visma Lease Bike et Eddie Dunbar. Et aussi l'immortel Domenico Pozzovivo. Bah, tu vois, moi j'ai mis dans les 5 étoiles un gros Pogacar. Ensuite, dans les 4 étoiles, j'aurais mis Geraint Thomas, Daniel Felipe Martinez, Ben O'Connor, Bardet et Uijtdebroek, tu vois, qui vont jouer le podium. Ce que j'ai dit, ouais. Et par contre, tu vois, les Dunbar, Quintana, Arendtmans, Woods, Caruso et Woodpulse, je les aurais mis plutôt à 2 étoiles, 1 Mais étoile. je suis d'accord. Et à noter aussi le retour de Nairo Quintana qui revient avec la Movistar. Je pense qu'il va souffrir parce qu'il a eu plein de blessures, il a pas couru l'année dernière. Il a dit qu'il allait douiller pendant ce Giro, mais il va être là, donc à voir comment se comporte le petit Colombien. Peut-être il va aller chercher des étapes. Après, moi je t'avoue, c'est pas le coureur qui me hype le plus dans son retour dans le peloton au vu de son passé. Tu vois. Clairement, moi aussi, mais voilà, à signaler parmi ceux qui pourront essayer d'aller jouer des victoires d'étape ou le classement général. Ah ouais, j'ai noté pas mal de coureurs que j'aimerais voir aller chercher des étapes en échappée, on pourra le faire après, mais d'abord, il y a un énorme plateau de sprinters, je sais pas si t'as vu. Eh oui, putain, déjà Olav Koy pour la Visma Lease Bike, Tim Merlier, Caleb Ewan, Cadev Groen, Jonathan Milan, qui a gagné le maillot cyclamen l'année dernière, le maillot du meilleur sprinter, Samuel Pofford, Alberto Dainese, Sébastien Molano pour la UAE, ou encore Christophe Laporte aussi, qui peut aller gagner des étapes punchy ou au sprint, tu vois, un peu comme on avait vu Olav Koy et Wout van Aert se partager des victoires sur le Tour de Grande-Bretagne il y a 1 an ou 2. Donc voilà, il va y avoir 6 étapes je crois pour les sprinters. Il va y avoir une grosse bataille tous les jours, ça va frotter littéralement. Ouais, ça va frotter. Puis comme tu dis, il y a énormément de noms là, mais moi j'en ai noté encore plus parce que t'as Pitti, Tobias Andresen, Jacobsen. Je sais pas si t'avais dit Ewan aussi. J'ai pas dit. Et si j'ai dit Ewan, il y a Girmay, je l'ai pas vu. Kenter, la paire Welsford Van Poppel aussi. En plus de Girmay, t'as Mathis Michels chez Intermarché Wanty Circus. T'as Luc Lamperti et Tim Merlier quand même. T'as le duo Trentin Mayhofer à la Tudor. T'as Molano, Baos, Gaviria. Et puis j'ai même noté des. Alors un peu moins rapide, mais des Decker, des Velasco, des Oldani, des Van Dramé, des Hofstetter. Il y a vraiment du beau monde. Ça prévoit du suspense. Il y a des sprinters même qui auront intérêt à faire rouler s'il y a un peu des bosses, des difficultés pour aller lâcher des Jacobsen. Je peux penser justement à des Van Dramé, des Oldani, tu vois, c'est des Velasco, c'est des mecs qui ont des bonnes pointes de vitesse, un peu à l'image d'un Godon du coup, qui passent bien les bosses. Ah ouais, mais parce que là, stratégie, ouais. Ce que tu as dit, je pense qu'il y a 4 étapes qui vont être vraiment pour les sprinters. Donc là, on peut rester sur les vrais sprinters: Olav Koy, Merlier, Ewan, Groves, Milan, Welford, Dainese, Molano. Il est là, Jacobsen. Mais oui, il y a énormément de monde. Wow. C'est ouf. Mais il y a aussi parmi les noms que tu as donné des gars qui pourront aller chercher les étapes de baroudeur. Je pense plutôt à un Girmay, à peut-être un Van Dramé comme on l'a vu faire sur le tour la semaine dernière en Suisse là, en Romandie voilà. Lamperti aussi, je pense qu'il peut jouer dans un final solide qui monte un peu plus qu'un sprint massif. Je pense qu'il peut aussi faire la différence. Après je pense qu'il va y avoir des gros duels pour toutes ces étapes. Et Tadej Pogacar, vu qu'il va gagner toutes les étapes de montagne, et bah sur les étapes de plaine et vallonnées, il va y avoir des grosses batailles justement pour ces sprinters punchers. Alors moi je suis d'accord avec toi, Pogacar va sûrement gagner le général, c'est l'archi favori et je vois pas comment un coureur peut aller le chercher. Par contre, de là à dire qu'il va gagner toutes les étapes de montagne, moi t'as compris. Je crois vraiment qu'on va avoir des belles échappées, des échappées à aller au bout. C'est le Giro, premier grand tour de la saison, il y a les conditions météo, on les connaît, on a bien vu ce qui s'est passé l'année dernière, hein, tout a été remis en question. Donc moi j'ai des coureurs que j'aimerais bien voir s'illustrer en échappée. J'aimerais bien les voir aller à l'avant, aller jouer des victoires d'étape. Alors j'en ai noté quelques-uns. Déjà moi j'ai une triplette de Français que je veux, enfin même 4 Français, allez, j'ai noté que je veux absolument voir à l'avant, aller chercher soit des maillots de la montagne, soit aller chercher des victoires d'étape. Je pense à Julien Alaphilippe que j'ai envie d'aller voir à l'attaque. Je pense à Bastien Tronchon et Baudin et Ewen Kostiou. 3 petits jeunes comme ça, 3 petits Français qui montrent qu'ils marchent très fort depuis le début de saison. Et qui peuvent, pourquoi pas, aller chercher une première victoire World Tour sur le premier grand tour de la saison. Donc ce serait énorme de voir ces jeunes gagner, la Tronchon, Baudin, Kostiou, ce serait incroyable. Même si je pense que niveau français, on pourrait plutôt miser sur au moins minimum une victoire d'étape de Julien Alaphilippe qui va être l'objectif de sa saison, de gagner sur ce Giro. Je pense qu'il n'a pas le choix en fait. Avec la pression qu'il a, il n'a pas le choix que de gagner, qui est mis par son entraîneur. Ça ne voudra pas dire qu'il ne marche pas s'il ne gagne pas, tu vois, mais
il est là pour gagner une étape. Et aussi Romain Bardet, qui malheureusement va essayer de jouer le GC au maximum pour le podium final, mais qui va aussi devoir aller chercher une étape pour encore plus réussir son Giro. Et aussi, tu as oublié une petite paire qui avait gagné l'année dernière sur le Giro avec Aurélien. Regardez là en te montrant la start list. La paire paré peintre aussi pour Decathlon chez 2R la mondiale. Qui va être chaud comme l'année dernière. Aurélien il gagne, Valentin il est tout le temps classé au général. Tu vois. Ils ont déjà gagné la semaine dernière et ils ont fait 1 et 3 la semaine dernière. Donc les deux aussi à suivre la H200. Decathlon G2R, il marche tellement en ce moment. Là, je vois la start list. En vrai, Ben O'Connor, il va être accompagné par la paire Paris peintre. Bastien Tronchon, qui devrait sûrement être là, qui va pouvoir chercher les étapes avec Alex Baudin, les deux petits jeunes. L'expérience de Damien Touzé, Andrea Vandrame en échappée, Larry Warbas. Enfin, franchement, chacun peut aller chercher des belles échappées, des beaux trucs. L'équipe Decathlon G2R va être vraiment à suivre. Là où tu vois les autres équipes françaises vont être un peu plus discrètes. Qu'est-ce que t'en penses? Disons que si on peut parler de la Arkea BNB ou alors de la Groupama FDJ, on est plus sur des équipes, on va dire, c'est pas des équipes B, mais déjà on n'a pas de coureur pour aller chercher le général. Et on est plus sur des équipes pour essayer d'aller gratter, aller dans les échappées et d'aller pourquoi pas chercher des victoires d'étape. Mais on a moins de moyens, on a moins de coureurs qui sont vraiment capables d'aller chercher quelque chose. Alors, à part Laurence Pitty pour la Coupe FDJ, là que je vois, ou Cyril Barth dans un grand jour en échappée, tu vois. Ouais, moi je vois surtout Pitty chez la Groupama FDJ. Et après bah voilà, Ewen Koussiou, Arkea BNB. Benjamin Thomas pour Cofidis. Chez la COF, Benjamin Thomas en échappé, tu vois, mais encore une fois, ça va être compliqué. Pourquoi pas faire un bon résultat sur les chronos, mais parce qu'il y a les chronos, il y a beaucoup de kilomètres de chronos en 2 chronos. Voilà, pour la Cofidis, moi je vois plus un Oldani ou un Stanislas Aniolkowski sur un sprint peut-être en petit comité, mais bon. Ou un Geschke, tu vois, un Geschke il surprend toujours et Geschke il peut toujours aller gagner sur une arrivée punchy et tout ça. Mais ce qu'on est d'accord, et pour pas s'éterniser, c'est que l'équipe française qui doit performer et qui a le meilleur collectif pour performer, c'est la Decathlon G2R, aussi bien dans le classement général avec Ben O'Connor que sur les étapes avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure. On a oublié dans les mecs qui grimpent bien et qui peuvent faire quelque chose dans le général, c'est Hugh Carty aussi. Ouais, c'est vrai, il est mortel. Oui, la starting c'est incroyable et je suis impatient de rentrer dans ce mois de mai là. Le mois de mai, j'aime bien parce que c'est un mois où tu as le Giro à la télé, les beaux jours recommencent, ce qui fait que tu peux aller rouler le matin, regarder le Giro l'après-midi. C'est quand même un mois kiffant avec le premier tour de la saison et ces ambiances sur 3 semaines qui commencent. Ça te motive à rouler, ouais, surtout que ça te motive à rouler. Et puis je pense vraiment que ça va jouer chaque jour presque comme une classique vu que Pogacar va prendre le général et c'est là que ça va être vraiment trop intéressant à regarder. C'est que comme à mon avis Pogacar va écraser le général, on va avoir énormément de coureurs qui vont se rabattre sur aller gagner des étapes et du coup on va avoir des grosses batailles pour les échapper, des grosses batailles pour les victoires d'étape. Et je pense qu'on va assister à un Giro spectaculaire. En tout cas, il y a tout pour. Le parcours s'y prête, la start list s'y prête. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à. Allez, et ce sera à suivre du coup pendant tout le mois de mai sur LTDG, aussi sur Eurosport. Je te propose qu'on passe sur le deuxième focus, sur le débat du jour, mais c'est une nouvelle rubrique, une rubrique spéciale pour vous expliquer notre première compétition d'ultra-distance. On a fait la Race Cross Paris et on vous la raconte, c'est parti. Mec, on a gagné notre première course de vélo. Ouais, et c'est notre première course de vélo qu'on gagne, parce qu'avant on était coursier en FFC, mais surtout notre première course de vélo d'ultra distance. Donc pour vous redire ce qu'on a fait 300 km avec la Race Cross Paris, autour de Paris, de nuit. On est parti à 22h15, on est arrivé à 9h30, et c'était une toute nouvelle expérience pour nous, sous la pluie, de nuit, à deux. C'était un peu sous forme de chrono par équipe, et on n'était pas préparé du tout. Alors... Si vous êtes on va peut-être expliquer déjà ce que c'est les Race Cross Série et puis l'ultra distance, vite fait le principe. Parce que je pense que peut-être qu'ici vous êtes des auditeurs assidus dans la tête d'un cycliste et que vous écoutez du coup les podcasts d'Arnaud Manzanini, qui on salue, qui a aussi ses podcasts sur cette même chaîne. Mais en gros, l'ultra distance, voilà, tu as plusieurs distances. Là, sur la Race Cross Paris, tu avais 1000, tu avais 500 km, tu avais 300 km et tu avais aussi des distances en gravel, 500 et 200. Donc voilà, donc ça c'est le but, c'est on part tous 30 secondes à la filée. Tu peux partir soit tout seul, soit en duo, soit par groupe de 4. Et en gros, le but c'est d'aller le plus vite possible sur la distance en autonomie, donc en réparant ses chambres à air, en mangeant, en dormant. Et donc voilà, c'est une vraie aventure. Et nous, on a fait notre initiation. En chrono, t'as pas road drafting. Ouais.
À part, tu pars en duo ou en solo. En solo, t'as pas le droit de drafting. En duo, tu dois courir K2, t'as pas le droit d'aller voir les autres équipes. T'as pas le droit de prendre la route d'une autre équipe. Et du coup, nous, on est parti comme ça. On s'est lancé le défi de faire l'initiation sur la 300 km. On n'avait jamais fait autant de vélo. On n'était jamais resté plus de 7 heures sur 7 vélos, je pense. C'était quoi, toi, ta plus longue sortie à vélo? C'était l'étape du tour l'année dernière où on avait fait 199 ou 200 km, quoi. Ouais, avec les retours. Moi, j'avais déjà fait 230, du coup, en allant en vacances en Ardèche, voir la famille. Mais oui, j'avais jamais fait au final plus de 8 heures de vélo, Et quoi. ce qui change, c'est que là, vous nous voyez sur tous les événements de partout. Et du coup, on s'entraîne beaucoup moins qu'avant. Et du coup, on est parti un peu sans expérience. Merci déjà à Van Rissel de nous avoir équipés. Du coup, on n'avait pas trop à penser quoi prendre, tout ça. On était vraiment bien. Les vélos, les RCR comme les pros. C'était vraiment génial. Et voilà, on est parti et on a rapidement roulé vite, pris des beaux relais. Et on avait une technique, c'était rouler vite sur le plat. Et en boss, ne pas forcément se mettre dans le rouge pour justement garder de l'énergie. Parce que ce qui est dur dans l'ultra-distance, c'est de garder de l'énergie tout au long du parcours. Et Je fais que bouffer, moi, pour ça. ouais, c'est ça, tu manges beaucoup et on n'avait jamais fait ça, donc on n'avait pas d'expérience sur la nutrition, tout ça. Et on l'a fait à l'aveuglette un peu, et on s'est passé des relais, et ça tirait quoi. Quand tu regardes le chrono, ça fait 4 heures que tu roules et qu'il est 2 heures du mat, ça fout des coups au moral. Il pleuvait, il faisait froid. Ouais, et puis comme tu le dis, on enchaîne beaucoup les événements sportifs en ce moment. Du coup, on n'a plus trop le temps de rouler, alors on continue à courir. Mais moi, ça m'a rassuré parce que ça m'a prouvé qu'on avait encore un peu de force dans les jambes, tu vois, quand même. Et parce que quand même, les 300 bornes, on les a bouclées alors, je crois que t'as 315 km, t'as 2002 de D+, et on les a fait à 28,5 de moyenne. Donc franchement, on est pas mal. Ouais, on a roulé sur le plat, je me rappelle, c'était génial. Et surtout, moi, j'ai fini, moi, Stroligno en énorme feuille sur la fin. Tout allait bien. Tout était géré, j'étais bien. Et on savait qu'on avait 10 ou 15 minutes d'avance sur le deuxième, donc on était tranquille. Et d'un coup, plus de son, plus de lumière, la feuille, et c'est Greg qui m'a tiré jusqu'à la ligne. Et c'est là où le travail d'équipe. Et je trouve que ça permet aussi vraiment de se retrouver, de resserrer des liens. Et tu sais, quand t'es dans la galère, là, toi tu me tirais. Et là, il y a vraiment une notion d'équipe. Ouais, parce que moi, perso, alors j'étais bien toute la course et j'ai eu un trou énorme entre le kilomètre 220, 225 et le kilomètre 240, plus de force, mal aux jambes, mal au dos, les épaules qui prennent énormément. Petite anecdote, là, cette nuit, mec, j'ai un problème à l'épaule droite parce que je me la suis cassée 2 fois. Et en fait, je pense à force de faire de la danseuse et tout ça, tirer sur les épaules sur le vélo, bah, elle s'est un peu déplacée. Cette nuit, mec, je dormais sur le côté droit, donc sur mon épaule appuyée, et d'un coup, j'ai entendu comme si mon épaule elle s'était reclipsée, tu vois. Tu nous as fait une reglitch. Bah, peut-être elle était un peu décalée, ça m'arrive souvent, je dois souvent aller chez l'ostéo pour la remettre. Mais ouais, non, tu pousses ton corps dans des retranchements de ouf. Et du coup, à kilomètre 225, 240, gros trou noir. Et c'est là, toi, tu m'as dit, bah, je t'ai dit, prends des plus longs relais. T'as pris des plus longs relais, on s'est écouté. Moi, je prenais des petits relais pour que tu te reposes et pour essayer de garder un peu l'allure. Et au final, j'ai récupéré. Et en fin de parcours, ça s'est inversé totalement. Et là, c'est moi qui avais de la force, il y avait le vent de face. Et j'ai tiré comme un abruti jusqu'à Chantilly. Et voilà, et du coup, on arrive avec 15 minutes d'avance sur le deuxième. Pour les duos, on termine premier du duo et deuxième du scratch. Il y a quelqu'un en solo qui a terminé devant nous. Il nous a mis Jonas, 9 minutes. 9 minutes. Ce qui est pas énorme en vrai. Bah non, sur 11 heures. sur 11 heures, c'est pas énorme. 10h58 d'effort au chrono. Et ouais, on était pas loin, mais bravo à lui, Jonas, qui a réglé. Et parfois, tu vois, quand t'es deux, c'est un peu plus dur de te gérer. Parce Ouais. que tu roules. Il y a des moments où tu dois rouler un peu plus doucement et l'autre il te tire plus vite. T'as envie de faire une pause, l'autre il veut pas faire la pause. Donc parfois c'est un peu chaud d'être à deux et c'est vraiment, ça te permet de redécouvrir et de te resserrer des liens, quoi. Rien que l'exemple, on va dire vers. C'était 2h du matin, je crois. Tu veux t'arrêter pour prendre de l'eau et là tu commences à bouffer ton sandwich. Et moi je te dis, mais Antoine, pourquoi tu manges ton sandwich? Là, viens, on va rouler. Tu peux manger ton sandwich en roulant. Ça Mais va. c'était pas. Parce qu'on n'est pas à 30 secondes près et tu le sais, sur l'ultra distance, c'est pas une course FFC. Et Mais parfois, moi, je voulais trop gagner, moi. et on s'arrête pisser, autant prendre le temps tranquillement sans être stressé d'enlever le sandwich, prendre 10 secondes pour le faire et monter sur le lot après. Mais Ouais, bref. mais du coup, tu vois, il pleuvait. Et moi j'ai chopé froid et après j'ai mis genre 10 km à me réchauffer, c'était horrible. Et Mais bon voilà, donc il y a aussi ça qui était compliqué. Mais en vrai on s'est bien géré. Je trouve on avait des qualités de ouf à deux quand on prenait les relais, vu qu'on est jumeaux, on se connaît par cœur, donc les relais ils étaient bien huilés, ça passait parfaitement, on gardait la vitesse moyenne sans trop forcer. Par contre ouais, il y a des moments où justement vu que on est frères jumeaux, bah, au mieux de te dire là tu me saoules, tu marches plus et tout, on peut peut-être un peu hausser la voix et c'est ça aussi qu'on a réussi à surmonter, ne pas trop s'engueuler sur le vélo. Grave, et du coup une expérience de zinzin qui nous donne envie encore plus de faire des défis sportifs. Pour rien vous spoiler, on va faire un peu de trail là dans un futur très très proche. On aimerait bien préparer la Saint-Élion
les 82 km de trail. Et voilà, en plus de toute cette création, de parler de l'actu et tout, nous on est amoureux de sport et on est sportif, et du coup c'est important pour nous de faire ce genre de compétition et de défis pour nous maintenir en vie. Mais voilà, je sais pas, Grégoire, si t'as quelque chose à rajouter sur ça, mais c'était une aventure de malade, et on a adoré, et en plus on gagne, c'est cool. On peut remercier l'organisation, Arnaud, je pense à Arnaud et à Guillaume pour nous avoir fait confiance, de nous avoir invités, de nous avoir permis de participer à cette course. On peut remercier, du coup, on l'a déjà fait, mais Van Rissel de nous avoir prêté matos et vélo, parce que ça faisait 10 jours qu'on n'était pas passé à la maison, et ça aurait été galère de trimballer nos vélos pendant 10 jours à travers la France, la Belgique. Et aussi un grand merci à tous les bénévoles qui, comme d'habitude sur les événements, sans eux, il n'y a pas de course. Et du coup, dans tous les événements sportifs, et c'est marrant c'est ce que je disais d'ailleurs à Guillaume, qu'on soit sur Liège-Bastogne-Liège, un monument, ou sur la Race Cross Paris, et bah c'est toujours une folie de voir tous ces bénévoles qui organisent les événements, et sans eux il n'y aurait pas d'événements sportifs au niveau amateur ou professionnel. Ouais, non, je pense que tu as tout résumé. Tu as tellement bien tout résumé que j'ai envie de te dire pourquoi on passerait pas à l'actu full gaz avec un E. Allez, c'est parti, on parle de la Vuelta Femina. Grégoire, c'est la Vuelta Femina qui est lancée de Valence. Elle a été lancée ce dimanche par un un chrono par équipe. Avant de te faire les chiffres de toute la Vuelta, je te propose que... Non, vas-y, fais les chiffres de la Vuelta et après on parle du résultat. Vas-y. Vuelta Femina by Carrefour 2024. 8 étapes, 880,9 km, 11 485 mètres de dénivelé positif pour succéder à Annemiek van Vleuten. 3 arrivées au sommet. Le plus haut sommet, 1860 mètres, c'est Val d'Eschi. Voilà ce que j'ai noté. Génial, bah voilà, t'as tout résumé, bravo à toi. Il voulait absolument le faire, c'était vraiment bien fait, bravo. J'ai travaillé, je vais le montrer. Je pense que tu peux faire, pas souvent, donc tu peux faire de la radio, donc vas-y fonce. Mais ça a commencé hier avec un titi avant de passer à quoi. Ah non, on parle d'abord de la start list et après on parle du premier résultat. C'est mieux, plus logique. Allez, on fait comme ça. Est-ce qu'on peut dire un peu les étapes que j'ai notées? En fait, les 3 arrivées au sommet. Deuxième étape, t'arrives à 2000 mètres d'altitude. L'étape 5, c'est la première vraie étape de montagne, on va dire, avec le final Alto del Fuerte, Rapitan, 3,4 km à 7,9%. La 6e étape avec le final à la Laguna Negra, 6,5 km à 6,8%. Et enfin, la 8e étape, l'étape Rennes, 89 km, et 2162 mètres de dénivelé positif en 89 bornes. Ça va être du costaud, du lourd. Et à quoi on peut s'attendre? On peut s'attendre déjà que Marianne Vos et Charlotte Kool se séparent toutes les victoires au sprint. C'est les 2 meilleures sprinteuses du plateau, et je pense qu'elles vont se partager les sprints. J'ai noté la même chose, j'ai juste rajouté pour les sprints en petit, en bas, Longo Borghini, on sait jamais, elle marche tellement fort en ce début de saison que je l'ai quand même mise. Mais c'est vrai que face à Charlotte Kool et Marianne Vos, c'est quand même compliqué. Il y a 3 grosses contenders pour le classement général. Demi Vollering, qui a tout misé sur les grands tours cette année et qui manque de performance en ce début de saison. Ouais, elle galère, donc tu vois, ça laisse une Volta hyper ouverte, parce que c'est un peu l'équivalent, on va dire, de Pogacar là, sur le Giro. Pour moi, Vollering est quand même la grande favorite, mais c'est beaucoup plus ouvert, hein, parce qu'on l'a vu qu'elle a pas réussi à gagner cette saison. D'ailleurs, tu as des Kazan Nevadoma qui ont gagné sur la Flèche Wallonne. Tu as Gaia Relini qui a déjà fait 3ème l'année dernière. C'est ça, on me présentait Katarzyna Niewiadoma pour la Canyon SRAM, qui vient de gagner. Ça faisait 9 ans qu'elle n'avait pas gagné, je crois. Elle avait été championne du monde de gravel, mais sur la route, je crois que ça faisait un bout de temps qu'elle n'avait pas levé les bras. Ouais. Et franchement, à suivre, parce qu'elle grimpe très très bien et elle peut nous surprendre. Elisa Longo-Borghini et Gaia Relini, la paire de la Ligue de Trek, qui va nous surprendre, parce que la Ligue de Trek, il marche très très fort, et on l'a vu. Ils vont plus nous surprendre là, ils vont marcher fort. Hein. Oui, c'est ça. Gaia Relini, elle fait 3 l'année dernière. Et après, j'ai noté quand même des outsiders avec Liane Lippert pour sa course de reprise. On sait pas trop à quel niveau elle va se situer. Les 2 françaises, moi aussi je les ai notées, Juliette Labousse et Vita Music. Et puis même pour l'équipe FDJ Suez, on peut rajouter Marta Cavalli, l'équipe qui vient de remporter le premier monument de sa petite histoire. Yara Castelline aussi et Sarah Gigante qui vont être aussi deux filles à suivre pour le classement général, même si je pense que c'est un peu en dessous. On sait pas trop à quoi s'attendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Je les ai notées, Yara Castellane et Sarah Gigante, mais je sais pas si on va les voir sur le classement général ou plutôt essayer d'aller prendre des étapes. En tout cas, vu le numéro que... Enfin, Yara Castellane, elle a gagné sur le Tour l'année dernière, donc on est obligé toujours de la mettre comme les vainqueurs d'étapes potentielles. Sarah Gigante, elle a fait un numéro monstrueux en échappée sur Liège-Bastogne-Liège, donc elle a une grande forme aussi. Donc j'étais obligé de les noter. Et d'ailleurs, la Vuelta Femina, ça a commencé hier par un chrono par équipe, et c'est la Lidl Trek qui a gagné de 2 cm de rien du tout devant la Visma Lease Bike et la SD Work. Du coup, ça montre que le collectif sur le papier le plus fort, c'est la Lidl Trek, mais ça montre surtout que y a 3 équipes qui sortent du lot, peut-être 4 avec la Canyon SRAM. C'est
la Lidl Trek, la Visma Lease Bike et la SD Works qui vont être les 3 équipes à suivre tout au long de cette semaine. En tout cas sur le chrono, t'as 3 équipes qui se démarquent, hein, parce que la Lidl Trek, la Visma Lease Bike et la SD Works Pro Time, elles se tiennent en 1 seconde les 3. T'as les... La Canyon SRAM elle est pas loin non plus en Rennes. Bah ok, la Canyon SRAM est à 8 secondes, mais pour moi elle est dans le deuxième groupe avec la Canyon SRAM, la IF Education, la FDJ Suez et la... allez, je vais rajouter la Jayco, qui sont entre 9 et 10 secondes quoi. Ouais, il n'y a pas eu beaucoup de différences faites sur ce chrono, mais par contre, il y a eu un événement, c'est que l'équipe Lidl Trek était passée du coup au premier intermédiaire avec 7 secondes d'avance. Je ne sais pas si tu as suivi Grégoire, 7 secondes d'avance sur la Visma Lease Bike, mais Hélène Van Dyke et Elinor Backstedt sont tombées. Non. Si, dans le dernier virage, alors qu'elles étaient 2e et 3e position, et que le temps de ce chrono par équipe était pris sur les 4 premières prétendantes. Du coup, il n'y a que 3 coureuses qui sont sorties du virage sans être gênées. Et Gaia Realini, une des leaders de l'équipe pour le classement général, n'a pas passé un relais, et parce qu'elle était une pure grimpeuse et du coup protégée. Et vu qu'elle était 4e coureuse, elle a dû faire l'effort toute seule pour rejoindre les 3 premières, mais les 3 premières ont trop ralenti. Du coup, Gaia Realini, elle est passée en survitesse et elle a dû elle aussi ralentir. Et elle a dit à ses coéquipières, mais bougez-vous là, faut rouler sinon on va perdre ce chrono. Et donc du coup finalement c'est Gaia Realini qui devait être protégée, qui passe la ligne en première position et qui fait l'effort. Et la Lidl Trek, elle gagne avec 2 millièmes d'avance sur la Visma. Une victoire sur le fil à cause d'une erreur, une petite chute. À noter que cette chute n'est pas non plus anodine, parce que Hélène Van Dyke a reçu des points de suture au menton et pas de commotion cérébrale. Et Backstedt, elle, s'en tire sans blessure, mais quand même, ça fait une belle action sur cette première étape, le TTT par équipe. La Lidl Trek au-dessus, malgré la chute. Ouais, c'est clair en vrai. Mais il se passe toujours des trucs de ouf, j'ai l'impression, la Volta. Tu te souviens l'année dernière comment elle avait gagné à Mick Van Houten en attaquant sur une pause pipi de Mick Vollering? Non, C'était pas beau. c'est parti sur les mêmes bases un peu folles. En tout cas, ouais, il va falloir regarder. Ça va nous faire notre semaine avant le Giro, tu vois. Premier grand tour féminin, après premier grand tour masculin. Et en tout cas, il y a du suspense. Va y avoir des gros duels et on est impatient de suivre ça sur Eurosport, hein. Et aussi, à noter que la première leader du général, du coup, c'est Gaia Realini qui porte le maillot rouge et à suivre toute la semaine. Et nous, on a hâte de suivre ça jusqu'au Giro et même la fin pendant le Giro. Et la saison des grands tours est lancée, on est hyper contents. Tous les lundis, on va vous faire un débrief de ces grands tours, de ces courses. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. Et nous, on va tranquillement rentrer à Lyon pour aller se reposer un peu ce mois de mai avant d'enchaîner le gros mois de juin, juillet, août qui va arriver. Ouais, c'est ça. Allez, bonne journée. Au revoir. Ciao, bisous.